Donc les choses ont l'air simples, on a un proton, il va rentrer en résonance et on va donc avoir un beau signal sur le spectre. Alors c'est un peu plus compliqué, mais on va voir que le fait que ce soit compliqué va nous donner en fait beaucoup plus d'informations, puisque bon, lorsqu'on a un hydrogène qui est isolé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de voisin, il n'a pas d'autre hydrogène à côté de lui, il va effectivement sortir sous la forme d'un signal, un seul signal. Mais s'il n'est pas isolé, c'est-à-dire s'il a d'autres hydrogènes près de lui, il va sortir sous la forme d'un doublé, c'est-à-dire de deux pics, on va voir même peut-être parfois de trois pics, de quatre pics. C'est ce qu'on appelle le couplage spin-spin. Donc on a notre hydrogène A, par exemple, qui est couplé avec l'hydrogène B. Et il y a une sorte d'interaction entre les deux. Donc il y a pour effet ici de dédoubler chaque signal. Donc ici ce que vous voyez, c'est que le signal de HA va sortir en fait sur le spectre sous la forme d'un doublé. Donc si notre proton n'était pas couplé, il aurait un déplacement chimique delta A, mais le fait d'être couplé va faire que le doublé va sortir et il va être positionné, il va être centré sur cette fameuse valeur delta A qui est le déplacement chimique qu'aurait eu notre proton s'il n'avait pas été couplé. Donc on va dire en fait que nos deux protons, HE et HB, sont voisins. Ils habitent chacun sur un carbone et les deux carbones sont voisins, ils sont l'un à côté de l'autre. Et pour que HEA aille voir HB, il va traverser ce qu'on appelle un chemin de couplage. Et ce chemin de couplage ici, ça va être, on traverse une liaison HC, une liaison CC et une liaison CH. Donc voilà le chemin de couplage. Et ce chemin de couplage ici, il est constitué de trois liaisons. Donc on va donc dire que ce chemin de couplage, on va dire qu'on a un couplage en J3, 3 pour 3 liaisons, et vicinal, donc souvenez-vous en latiniste distingué que vous avez été, vicinus, le voisin. Donc on va voir le voisin qui est à côté, donc un chemin de couplage vicinal en J3. Alors le couplage, on appelle ça J, la lettre J, ça veut dire couplage. Et cette distance entre les deux pics que l'on va trouver d'un doublé, c'est ce qu'on appelle J. Donc J, c'est la constante de couplage entre deux pics. Alors ce qu'il faut bien faire attention, c'est que ces deux pics, c'est pas le signal du HEA et le signal du HEB, c'est vraiment on a deux pics pour HEA et deux pics pour HEB. Donc au final, on va avoir quatre pics. Donc chaque signal, que ce soit celui du proton A ou celui du proton B, a bien été doublé. Donc on appelle ça le couplage spin-spin. Donc voilà comment on représente ici le cas d'un proton qui est couplé avec un noyau B de spin 1,5. En gros, ça veut dire un proton qui est couplé avec un autre proton. Donc s'il était isolé, il aurait un déplacement chimique delta A. Le fait qu'il soit couplé, ça va pour effet de dédoubler ce pic. Donc on a un pic qui va être dédoublé d'intensité 1,1, c'est-à-dire que le pic de droite va avoir la même intensité que le pic de gauche. On aura donc ce qu'on va appeler un doublé, et dans ce doublé, chaque signal aura une intensité identique à l'autre. Donc on va parler d'un doublé d'intensité 1,1, de déplacement chimique delta A, et deux constantes de couplage, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre nos deux pics, qui est égale à J. Alors, s'il a plus de chance, s'il n'a pas qu'un seul voisin, mais s'il en a deux, eh bien, on va avoir un second couplage. Donc, premier couplage, donc premier dédoublement, qui est dû au premier proton qui est à côté, et deuxième couplage, donc deuxième dédoublement. Et s'il est dédoublé avec le même chemin de couplage, c'est-à-dire que pour aller voir son deuxième voisin, il traverse exactement le même type de liaison, par exemple HC, CCCH, cette constante de couplage, c'est-à-dire l'écart entre deux pics lorsqu'on les a dédoublés, sera identique. Et géométriquement, ce que l'on voit, c'est que vous voyez ici au centre, eh bien, on va avoir deux pics qui vont tomber au même endroit. Et donc, bien qu'on ait dédoublé deux pics, on n'en aura pas quatre, mais au final trois, puisqu'il y en a deux qui vont tomber au même endroit. Par contre, ils vont s'additionner, et donc leur intensité, l'intensité de ce pic du milieu, va donc être égale à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, lorsqu'on a deux voisins, eh bien, on va avoir un triplet. Et donc, l'intensité sera 1, 2, 1. Alors, cette fois-ci, ce sera un peu plus facile pour mesurer le déplacement chimique, puisqu'on voit que le pic du centre, celui de plus grande intensité, est aussi centré sur le déplacement chimique de notre hydrogène. Si maintenant cet hydrogène n'a pas deux voisins, mais trois voisins, vous voyez, les choses se complexifient encore un peu plus. Et lorsque l'on va faire le dernier dédoublement, là aussi, des pics vont se retrouver au même endroit. Et donc, on aura cette fois-ci 4 pics. Et les intensités seront 1, 3, 3, 1. Donc, si on regarde, lorsqu'on a un voisin, on observe 2 pics. Lorsqu'on a deux voisins, on observe 3 pics. Lorsqu'on a 3 voisins, on observe 4 pics. Donc, je pense que vous aurez compris quelle est la règle qui va nous permettre de connaître le nombre de pics. Eh bien, le nombre de pics d'un multiplé, c'est tout simplement le nombre de voisins plus 1.
Alors ça, c'est uniquement si, pour aller voir son voisin, on traverse le même chemin de couplage, c'est-à-dire on traverse le même type de liaison. Par exemple ici, HC, CC, CH. Donc ça, c'est assez facile. Par contre, la règle qui nous permettrait de connaître les différentes intensités, là, vous voyez qu'il n'y a pas trop de logique. On a 1, 1, puis 1, 2, 1, et puis 1, 3, 3, 1. Alors, quelle va être l'intensité lorsque je vais avoir 4, 5, 6 voisins? Ça va être un peu plus complexe. Alors, la solution à ce problème nous a été en fait donnée par Blaise Pascal, donc mathématicien, philosophe français du XVIIe siècle, sous la forme de ce qu'on appelle le triangle de Pascal. Alors en fait, c'est un triangle qui a été inventé aussi par les Chinois bien avant Pascal, par des Italiens aussi, mais nous, en français, on dit le triangle de Pascal. Voilà comment il marche ce triangle de Pascal. On s'amuse à faire un triangle. Donc sur la première ligne, on écrit 1. Sur la deuxième ligne, on met 2, 1. Et puis vous voyez, sur la troisième ligne, on fait 1. Et puis le chiffre qu'on va mettre après, c'est la somme des deux chiffres qui étaient juste au-dessus. Donc 1 plus 1 égale 2. Et puis on remet 1. Et ainsi de suite. Vous voyez, sur la quatrième ligne, on met 1. Et puis au-dessus, on a 2 plus 1, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et puis on remet 1. Et ainsi de suite. Et donc on obtient une première ligne sur laquelle il est marqué 1. Une deuxième ligne sur laquelle il est marqué 1, 1. Une troisième ligne sur laquelle il est marqué 1, 2, 1. Et donc vous voyez bien qu'en fait, on a sur ce triangle à la fois qui apparaît le nombre de pics que l'on a en fonction du nombre de voisins. Lorsqu'on a 0 voisin, c'est la première ligne, on n'a qu'un seul pic. Un voisin, on a 2 pics avec une intensité 1, 1. Deux voisins, 3 pics, intensité 1, 2, 1. Trois voisins, 3 pics, intensité 1, 3, 3, 1, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est bien pratique parce que si on avait dû le calculer par exemple pour 7 voisins, et si on avait dû faire le dessin comme je vous l'ai fait, ça aurait été difficile, alors que là, il suffit de faire quelques petites additions et on trouve qu'on a 8 pics d'intensité 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1. Donc voilà le triangle de Pascal, qui nous permet donc de pouvoir connaître le nombre de pics, ce qu'on va appeler la multiplicité, et l'intensité de ces pics à l'intérieur des multiplés. Alors attention, ce triangle n'est vrai que lorsque les voisins, lorsque pour aller voir son voisin, on a le même chemin de couplage. J'y reviendrai. Alors regardons par exemple cette molécule, on a ici un proton aldéhydique et puis un CH3. Alors, le proton aldéhydique, il a sur la première molécule 3 voisins. Puisqu'il a 3 voisins, il va sortir sous la forme de 4 pics qu'on va appeler quadruplés. Donc un quadruplé, et intensité à l'intérieur de ce massif, à l'intérieur de ce multiplé, 1, 3, 3, 1. Et si on pouvait intégrer la somme de toutes les surfaces sous les pics, on verrait une intensité de 1. Nos CH3, ils ont un seul voisin, et donc ils vont sortir sur la forme d'un doublé. Donc attention, les CH3, ils habitent le même carbone, donc ils ne sont pas voisins entre eux, puisqu'ils habitent le même carbone, donc ils ont le même déplacement chimique, donc entre eux il n'y a pas de couplage, il y a uniquement un couplage avec l'hydrogène qui est sur un carbone voisin. Donc ils ont un voisin, donc ils sont sur la forme d'un doublé, intensité relative 1, 1. Et si on intègre, on trouverait 3 pour les 3 hydrogènes du CH3. Si cette fois-ci on remplace un hydrogène par un chlore, notre hydrogène aldéhydique, il n'a plus que 2 voisins, donc il va sortir sous la forme d'un triplet. Vous voyez que son déplacement chimique a aussi légèrement changé, il est un peu plus blindé. Et nos CH2, qui eux aussi subissent l'influence du chlore, ils ont toujours qu'un seul voisin, et eux par contre ont été déblindés. Et on a un doublé, puisque un voisin, un doublé, intensité toujours 1, 1. Et puis ici, sur l'avant-dernière molécule, l'hydrogène aldéhydique n'a plus qu'un seul voisin, il sort sous la forme d'un doublé. L'hydrogène qui est au niveau du chlore, lui aussi n'a qu'un seul voisin, il sort aussi sous la forme d'un doublé. Et enfin, lorsque l'hydrogène n'a plus du tout de voisins, puisque tous les hydrogènes ont été remplacés par des Cl3, il sort sous la forme d'un singulier ici que l'on voit ici. Donc vous voyez que vraiment, en fonction de l'environnement, on va pouvoir savoir les fonctions qui sont proches de ces tâches aldéhydiques. Est-ce qu'il est sur un carbone qui porte des hydrogènes ou pas, et connaître le nombre d'hydrogènes que porte le carbone. Donc ça, c'est toute la puissance en fait de la RMN. Alors que se passe-t-il, je vous ai dit, si le chemin de couplage n'est pas tout à fait le même? C'est-à-dire que pour aller voir un second voisin, eh bien, on ne traverse pas exactement les mêmes types de liaisons. Par exemple, plutôt que de faire, on fait HCCH pour aller voir son premier voisin, et pour aller voir le second, je ne sais pas, on fait HC, C double liaison C, CH, par exemple.
Et bien à ce moment-là, la constante de couplage n'est pas la même. Et donc lorsqu'on va dédoubler, les écarts ne seront pas les mêmes. Alors c'est ce qu'on voit ici. Premier dédoublement, les pics vont être écartés avec une certaine distance, ce qu'on appelait la constante de couplage entre les deux premiers protons, JAD. Et puis lorsqu'on va faire le deuxième couplage, cette fois-ci la distance ici par exemple est plus petite. Et donc nos deux pics qui étaient vers l'intérieur ne vont pas retomber au même endroit. Donc on n'a pas de triplet, on va maintenant avoir 4 pics, et puis ils n'auront pas les mêmes intensités. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est que à la fin, on obtient 4 pics, mais qui ont une intensité 1, 1, 1, 1. Donc ce ne sont pas des quadruplés. Ce terme de quadruplé, je vous ai parlé de doublé, triplé, quadruplé, on les utilise vraiment lorsque les intensités du multiplé suivent le triangle de Pascal. Lorsqu'au contraire, ils ne suivent pas le triangle de Pascal, on va parler de doublé, dédoublé. On avait un premier doublé qui était dû au premier couplage, intensité 1, 1. Eh bien, on l'a dédoublé et on va retrouver donc 4 pics, intensité 1, 1, 1, 1. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut assez facilement savoir est-ce qu'on a un quadruplé ou un doublé dédoublé, rien qu'en regardant les intensités. Eh bien, on voit bien que là, on n'a pas 1, 3, 3, 1, on a 1, 1, 1, 1, donc on sait que c'est bien un doublé dédoublé. Et puis la forme aussi, on n'a pas la même distance entre chaque pic. Alors ici, ça vous l'avez pas dans le cours, je vous refais, mais on en aura besoin pour les TD. C'est comment on mesure la constante de couplage sur un spectre. La constante de couplage, c'est la différence entre les deux pics dans un même multiplé. Donc on mesure la distance. Et cette distance, en quoi on va la mesurer? Sur le spectre, on va mesurer des ppm. Mais cette constante de couplage, en fait, nous, on va l'exprimer non pas en ppm, mais en hertz. Alors voilà comment elle se calcule. La constante de couplage J en hertz, c'est la différence en ppm entre les deux pics d'un même multiplé, et les deux pics qui sont l'un à côté de l'autre, qu'on va multiplier par 10 exposant moins 6, et puis qu'on va multiplier par la fréquence de l'appareil. Cette fréquence de l'appareil, elle est en hertz. Et là, vous aurez une constante de couplage en hertz. Ce que l'on fait aussi souvent, la fréquence de l'appareil, on ne vous la donne pas en hertz, mais en mégahertz, c'est-à-dire en millions de hertz. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire apparaître le 10.6 parce qu'il est déjà compris dans la notion de mégahertz. Donc là, c'est source bien sûr de beaucoup d'erreurs lorsque les étudiants font le calcul. On ne multiplie pas par 10.6, on multiplie par 10 exposant 6, on se trompe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une constante de couplage, les valeurs que vous devez trouver, c'est entre 0 et la dizaine de Hertz. Si vous trouvez 7 millions de Hertz, c'est que vous vous êtes trompé, il y a un 10.6 qui traîne là où il ne faut pas. Si vous trouvez 0,00007 Hertz, là aussi vous vous êtes trompé. Donc refaites le calcul, normalement on doit trouver, le plus souvent c'est autour de 7 Hertz, mais c'est entre 0 et 10 ou 15 Hz. Voilà donc comment on mesure la constante de couplage. Cette constante de couplage, lorsqu'elle est exprimée en Hertz, elle est indépendante de l'appareil sur lequel on l'a mesuré. Exactement la même chose que pour les déplacements chimiques. Déplacement chimique indépendant de l'appareil, constante de couplage exprimée en Hertz indépendante de l'appareil. Ce qui permet en fait de les comparer d'un appareil à l'autre. Alors tout ce que je viens de dire jusqu'ici, c'est vrai lorsque les deux protons qui sont couplés ont des déplacements chimiques plutôt éloignés. Que se passe-t-il si les déplacements chimiques de nos deux protons sont proches? Eh bien, on va voir ce qu'on appelle un système dégénéré. Et donc, vous voyez par exemple ici, les deux premiers déplacements chimiques sont pour des protons qui ont des déplacements chimiques différents. On a bien par exemple un doublé pour chacun des protons, pour le proton 1 et pour le proton 2. Mais lorsque ces déplacements chimiques se rapprochent, eh bien en fait, les pics qui sont vers l'intérieur ont tendance à augmenter d'intensité et les pics vers l'extérieur en diminuer d'intensité. Et le déplacement chimique lui-même de chacun des protons va être translaté vers le pic de plus grande intensité. On va parler de système dégénéré. Donc voilà comment, alors voilà par exemple un exemple, on a deux protons sur la première ligne, le système qu'on va dire AX, qui ont des déplacements chimiques très éloignés, donc on a à peu près ce qu'on a dit, un doublé 1, 1, 1, 1, et plus les déplacements chimiques vont se rapprocher, plus vous voyez les pics qui sont à l'intérieur vont augmenter d'intensité, jusqu'à éventuellement deux protons qui auraient un déplacement chimique identique, mais qui ne seraient pas sur le même carbone, tout en étant couplés, eh bien on n'aurait qu'un seul singulier, c'est-à-dire on n'aurait plus le couplage. Des protons qui ont le même déplacement chimique, on va considérer qu'ils ne sont pas couplés. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est justement ce qu'on va appeler ce système AB, de deux protons qui ont quasiment le même déplacement chimique, et vous voyez l'allure des pics. C'est important de le mesurer parce que là, par exemple, l'allure des pics, on pourrait croire vite fait qu'on a affaire à un quadruplé alors que c'est pas ça. Alors comment on sait qu'on passe d'un système AX à un système AB?
Eh bien, il y a une règle qui dit qu'on prend la différence de fréquence entre les déplacements chimiques de nos protons et on le divise par la constante de couplage. Et lorsqu'on a une valeur qui est en dessous de 10, on va considérer qu'on a un système AB. D'accord? Et pour ce système AB, on va redéfinir en fait qu'est-ce qu'un déplacement chimique, quelles sont les constantes de couplage. Donc vous avez ici l'expression, donc voilà à quoi ressemble notre système AB. Donc sur la gauche, vous avez les pics qui sont dus au proton A, sur la droite, les pics qui sont dus au proton B. Vous voyez, de loin, on dirait en fait qu'on a un quadruplé, c'est absolument pas ça. C'est vraiment deux doublés, mais avec des intensités qui ne sont pas celles du triangle de Pascal. C'est pas 1, comme sur le triangle de Pascal. Et donc on a redéfini la définition du déplacement chimique. Donc vous voyez en fait, on a défini une expression mathématique qui nous dit que la différence des deux déplacements chimiques est égale à alors, la racine carrée de delta 1 moins delta 4 sur delta 2 moins delta 3. Et on a redéfini aussi où c'est que l'on mesurait la valeur de la constante de couplage. Donc on utilisera cette expression en TD et vous verrez comment on peut retrouver la valeur de ces déplacements chimiques. Parfois, il peut arriver que le spectre soit un peu complexe et on peut être amené à vouloir supprimer le couplage qui est dû à un dégroupement CH3, CH2. Et ce qu'on a pu voir, c'est que lorsqu'on irradie une molécule, un groupement, avec sa fréquence de résonance, ce groupement n'est plus couplé. On supprime le couplage. Par exemple, pour la molécule qui est ici, on a irradié le CH2 qui porte le brome avec une onde qui a exactement la même fréquence que la fréquence des CH2, et ça va avoir pour effet de supprimer le couplage. Et donc vous voyez que notre CH2 du milieu B, il avait 3, 4, 5 voisins. Donc il sortait sous la forme d'un sextuplé, on avait donc 6 pics. Et bien ici, il perd 2 voisins, il n'a plus que 3 voisins, donc il va sortir sous la forme d'un quadruplé. Si au contraire j'irradie ce CH2B, je vais supprimer le couplage entre le proton A et le proton X. Vous voyez en fait ici, on va considérer nous les couplages au maximum en J3, c'est-à-dire lorsqu'on se déplacera au maximum de 3 liaisons. Ici, si on regarde les protons du groupe A et les protons du groupe X, on aurait HC, CC, CC, CH, donc 4 liaisons, donc on a un couplage en J4, on ne va pas les considérer ici. Voilà. Et donc, ce couplage par irradiation, c'est surtout utilisé, par exemple, pour simplifier un spectre, pour aller essayer de mieux comprendre un pic que l'on voit, avec quoi il est couplé. Prenons par exemple ici une molécule, donc l'anétol, on a irradié le CH3, voyez, et après irradiation du CH3, on a nos hydrogènes, les hydrogènes qui sont sur la double liaison, on a un signal qui est beaucoup plus simple, puisqu'on va avoir maintenant deux doublés. Et au passage, vous voyez qu'on a bien aussi un système AB, puisqu'ils ont des déplacements chimiques assez proches. Donc vous voyez le premier spectre qui était assez complexe, assez difficile d'aller retrouver nos hydrogènes, et en irradiant, on a un spectre maintenant qui est beaucoup plus simple à exploiter. Donc pour résumer, l'ARMN, une méthode d'analyse très puissante. La première chose que l'on va faire lorsqu'on est face à un spectre, c'est d'abord déterminer les protons qui sont isochrones, typiquement les protons qui sont dans un MCH3, dans un MCH2, dans un noyau aromatique. Intégrer, en regardant les pics, quel est le nombre d'hydrogènes qui sont issus des pics. Alors typiquement, vous voyez un groupement qui a une intensité égale à 3, ça sera certainement en CH3, et à l'intensité égale à 2, ça sera en CH2, sauf si vraiment vous attendez un piège, intensité égale à 5, un noyau aromatique. Les déplacements chimiques vont vraiment vous permettre, alors on va utiliser des tables de déplacement chimique, on verra ça en TD, vous permettre de retrouver quelle est la nature chimique du groupement. La multiplicité, quel est le voisinage des protons, est-ce qu'ils sont tout seuls, est-ce qu'il y a un CH2, un CH3 à côté. Et bien sûr, le but du jeu, ça sera d'identifier la molécule pour avoir sa formule semi-développée. Et donc on verra que autant en infrarouge sur les derniers exercices, si vous vous souvenez, on a eu du mal pour véritablement identifier les molécules, autant c'est quelque chose qui sera très facile. En tout cas, la réponse que nous donnera la RMN sera sûre et certaine, quasiment à 100%.